Eh bien, on y sera finalement arrivé, les amis. Aujourd'hui, en ce dimanche 21 juin, nous célébrons le début de l'été, la fête de la musique et ma fête aussi. Au passage, c'est la Saint-Rodolphe. Bon, on fera avec ce qu'on a. Et bien évidemment, on se retrouve pour notre petite FAQ. J'étais pas là la semaine dernière, j'ai pris quelques jours de repos, mais on reprend du poil de la bête et on répond à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram, sur le compte Roadsters TV. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et surtout à nous rejoindre pendant les petits lives avant de tourner cette vidéo. C'est toujours extrêmement sympathique de vous retrouver. Alors, bien sûr, c'est une tradition. Avant de commencer à répondre aux questions, nous allons faire un petit tour sur l'actualité de la chaîne parce que nous avons eu quelques petites choses fort intéressantes avec notamment la V4 SR double R qui refait parler d'elle en battant un record de vitesse pour une moto de série chinoise, 315,82 km/h. D'ailleurs, au passage, je précise, j'en profite pour dire que effectivement, ces chiffres sont plus élevés que ceux d'une Panigale ou d'une M1000RR à même configuration, à savoir que ici, CF Moto n'a utilisé qu'une ligne complète. Alors, est-ce que la machine aura ces performances-là en version Euro 5+? Rien n'est moins sûr, mais en l'état, c'est une véritable prouesse, un tour de force de CF Moto d'avoir réussi à atteindre ce genre de vitesse parce que, renseignez-vous un petit peu, mais quand vous dépassez les 300 km/h, même si vous mettez un peu de temps pour y arriver parce que vous voulez y aller tranquille sur la machine, il faut quand même avoir des sacrés ingénieurs pour réussir à faire ça. Nous avons également parlé de la Ducati Desmo 250 MX, une nouvelle venue chez le constructeur italien qui promet dans 250 cc plus de 40 chevaux et 15 000 tours minute. C'est pas mon habitude de parler de enduro ou de cross, mais là pour le coup il y avait quand même une sacrée prouesse. Et vous avez juste ici réservé pour le moment aux membres Roadsters de la chaîne, auxquels vous pouvez adhérer et ça apporte un soutien très concret à la Roadsters TV, l'essai de la KLE 500 SE1 que j'ai fait en collaboration avec Kawasaki France. Et du coup, ils ont raison. Pourquoi? Parce que cette moto, elle a été un peu décriée dans la presse. Et du coup, j'ai voulu vérifier si c'était vraiment le cas ou s'il y avait peut-être un petit peu d'emballement médiatique autour de la machine. Écoutez, n'hésitez pas. Sinon, la vidéo, bien sûr, sera disponible à partir de demain, 18h30. Alors, première question qui n'en est pas une, de la part de RMG Leather qui dit « Juste merci pour ce que tu fais ». Et en fait, vous êtes quand même quelques-uns à m'envoyer souvent ce genre de messages. Et je voulais en profiter pour vous remercier, pour ce qui aujourd'hui représente plus de 5 ans de présence sur les réseaux sociaux, 5 ans sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. La chaîne YouTube, elle existe depuis le 10 avril 2021. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce à vous les amis, c'est grâce à tout ce soutien que vous m'avez apporté et qui me permet aujourd'hui plus que jamais d'être invité par des marques pour faire des essais presse, de pouvoir par exemple aussi vous proposer des fois des sujets que je n'aurais pas pu faire en temps normal, d'avoir des sponsoring et des partenariats avec des marques pour justement continuer à exister parce que ça aujourd'hui c'est mon métier à 100%, ça me prend beaucoup d'heures de mon temps éveillé. Donc voilà, un grand merci à vous. Encore une fois, vous êtes les pierres constitutives de cet édifice et on va continuer ensemble à faire évoluer les choses et vous allez voir, ça va être extrêmement cool. Allez, première question de la part de AMRS Biker. J'adore la question. Quel est l'hyper roadster le plus optimisé pour le quotidien, ville, trajet, travail? Alors j'adore cette question parce que ça me fait rentrer directement dans un univers qui est celui de prédilection, c'est-à-dire celui des hyper roadsters, mais en prenant le problème ou la question, le sujet, d'un autre angle que je trouve on n'aborde pas assez fréquemment, qui est comment en fait on vit un hyper roadster au quotidien. Parce que c'est super de vous faire des essais en disant oui, quand vous êtes dans les cols de montagne, la Tuono est capable de faire 65 degrés d'angle avec ses suspensions machin, mais la réalité, c'est que ces machines, vous les utilisez au quotidien. Vous allez chercher le pain avec, vous allez au boulot avec. Et du coup, en fait, elles font partie de votre utilisation de tous les jours. Et ça me semble assez important, voire même capital, de se dire laquelle pourrait vraiment plus vous convenir sur plein de paramètres. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion sur, on va dire, presque l'ensemble des machines de ce secteur-là pour voir laquelle serait peut-être la plus adaptée pour un usage quotidien. Alors, on va commencer avec une de mes préférées, à savoir la 1390 Super Duke, qui est vraiment pour moi une moto quasi parfaite quand on
veut avoir une machine démoniaque, mais qui en même temps s'adapte très bien au quotidien. Il y a un truc qui a un petit peu empiré sur la Superduke ces derniers temps, c'est la chauffe de la machine. C'est vrai qu'aujourd'hui, une Superduke a tendance à chauffer plus qu'avant, mais à mon sens, ça reste une moto ultra agréable, très légère, facile à emmener, qui est bonne pote en fait. La Superduke pour moi c'est vraiment une bonne pote. Alors attention, hein, ne la chatouillez pas trop la bonne pote parce que sinon elle va avoir tendance à vous décrocher quelques supercuts. Mais ça reste une moto qui est vraiment ultra agréable. Et en dehors de ce truc de chaleur, elle est pour moi une bonne arme. Attention, ça reste une machine un peu haute. Donc si vous n'êtes pas très grand, ça peut compliquer un peu les choses. Mais sinon, elle consomme pas énormément. Elle chauffe pas non plus que de raison. C'est un très bon choix. Dans les bonnes élèves, vous avez aussi la M Miller. On aurait pu mettre la S Miller, mais bon, globalement, ce sont les mêmes machines. J'aurais tendance à la mettre un peu moins au même niveau de fait que la Superduke dans le comportement du moteur, parce que c'est un 4 cylindres en ligne qui, malgré le shift cam, a quand même une tendance à être un peu plus creux que le monstrueux LC8. Sinon, ça reste aussi une des meilleures élèves dans ce domaine, avec un écran connectivity qui est super agréable, toutes les options de confort de BMW que vous pouvez avoir intégrées de base, poignée chauffante, selle chauffante, régulateur de vitesse, etc. et qui font que la machine est très agréable. Elle est assez douce à manier en ville, donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi l'option de partir sur une ZH2 qui est un petit peu plus lourde. Donc pour les manœuvres à basse vitesse, c'est pas forcément le truc le plus agréable par rapport aux deux précédentes que je vous ai données. Le moteur par contre est un exemple de douceur. Tant que vous n'êtes pas dans les 5-6 000 tours minute et que vous ouvrez pas comme un goret, ne vous inquiétez pas, votre coccyx ne sera pas couvert de bleu et d'hématomes et vous pourrez vous en servir en ville extrêmement facilement. C'est une machine qui est très agréable là-dessus. Et je conclurai par parler de la Speed Triple 1200 RS qui elle aussi, malgré un embrayage un petit peu ferme et un 3 cylindres qui a un côté un petit peu plus caractériel, est une machine qui est extrêmement sympa à ce niveau-là. S'il y avait deux motos que je vous recommanderais pas nécessairement en tant que moto du quotidien, ou alors en vous préparant quand même à faire quelques sacrifices, ce serait dans un premier temps la Tuono, qui est une moto absolument exceptionnelle, il n'y a même pas de question à avoir sur le sujet, mais une Tuono V4, ça reste une machine qui chauffe énormément, c'est vraiment une moto qui chauffe beaucoup, qui consomme comme c'est pas possible, un V4, vous allez vous situer en moyenne à 10 litres 5 au 100 sans aucun problème. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. D'autant plus que je ne suis pas sûr que les nouvelles versions, elles aient de warning. Il y a des jauges à essence, mais il n'y a pas de warning. Donc voilà, c'est une moto purement sensation. Par contre, pour ce domaine spécifique, elle est quasiment intouchable. Mais pour le quotidien, c'est pas ce que je recommanderais au mieux. Et finalement, la Street Fighter V4 qui s'est beaucoup améliorée sur ces dernières années avec des aspects pratiques de plus en plus prononcés, ça reste toujours une purge au quotidien avec une moto qui chauffe énormément, qui n'a pas forcément autant de couple que l'avait la génération juste avant. Vous savez, les Street Fighter V4 de 2024, à partir de 2022 jusqu'à 2024, qui avaient baissé le couple maximum de 2000 tours minute. Là, on se retrouve de nouveau avec une machine qui est un petit peu creuse. Alors, bien évidemment, creuse, on parle d'un moteur V4 de 1100 cm3 avec 214 chevaux. Donc, vous en avez quand même sous la pédale. Mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport aux autres, elle consomme beaucoup. Et voilà, la chauffe, plus le rayon, l'angle de braquage, machin. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas nécessairement les machines que je vous recommande le plus. Par contre, toutes les autres, elles sont très bien. Ma petite préférence ira forcément toujours à la Superduke et peut-être aussi un petit peu à la M Miller, qui est vrai, est une excellente élève dans ce domaine. Ensuite, la prochaine question de la part de HMZGTR, excusez-moi, mais vos pseudos, il faut quand même les lire, quoi. L'évolution des machines sportives est-elle inévitable? Par exemple, Daytona 675, 660. Et oui, parce que ça, c'est un truc qui a vraiment jalonné et marqué un petit peu ces dernières années avec des motos qui ont, dans les catégories sportives, pas mal changé. Et l'exemple de la Daytona 675 qui devient la Daytona 660, c'est une petite filouterie parce qu'en réalité, ce sont deux machines qui boxent pas vraiment dans la même catégorie, mais elle est extrêmement pertinente. Et à mon sens, oui, c'est quelque chose d'inévitable parce que ça correspond à l'évolution d'un paysage, d'un marché et de normes de pollution. Oui, avant, il était beaucoup plus simple d'avoir 675 cc et de sortir 120, 130 chevaux assez facilement. C'est un exercice qui aujourd'hui est plus délicat. Et donc, on voit apparaître des motos comme la Daytona 660 dont l'objectif est plus de proposer une sorte de Sportivo GT qui va rejoindre un petit peu les rangs
de la RS 660 chez Aprilia, de la GSX 8R par exemple aussi chez Suzuki. On est un petit peu dans cette philosophie-là, qui est une machine qui répond plutôt bien à quelqu'un qui veut une moto sportive un petit peu avec un look sympa, mais sans forcément se casser le dos et les poignets à longueur de temps, et c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, on a les nouvelles sportives que j'appelle mid-power, à savoir donc des machines qui ont des cylindrées quand même assez élevés, hein. Pour une Panigale V2, on est presque à 1000 cc, mais avec des moteurs qui sont un peu plus ramassés en termes de puissance. Ici, on est à 120 chevaux, mais avec des valeurs de couple qui sont intéressantes. 93 Nm par exemple pour cette machine, souvent placée à des valeurs qui font que quand vous accélérez, vous allez sentir quand même que dès les bas régimes, ça tracte un peu. Et ça, par exemple, ça se retrouve sur des motos comme la 990 RCR ou encore chez QJ Motor, on a la SRK 921 que j'avais eu l'occasion de tester en version roadster, mais on est un petit peu sur la même philosophie, ou la Yamaha R9. Et ben ça, c'est une nouvelle génération de sportives qui sont un petit peu là pour apporter un vent de fraîcheur et surtout pour correspondre à une nouvelle catégorie de clientèle de motards qui ne cherchent pas forcément des machines qui hurlent dans les tours et qui sont capables de prendre des vitesses hallucinantes. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, sur la route, c'est un peu moins intéressant parce qu'il y a beaucoup de répression routière, on sait comment ça fonctionne, mais qui peuvent continuer à donner d'excellentes sensations, être très sportives, très agiles, et donc du coup, sur circuit, savoir très très bien se défendre. Ces motos, elles sont exceptionnelles pour ça. Et vous gardez quand même des machines comme la CBR 600RR ou la ZX6R chez Kawasaki, qui, elles, sont vraiment des petites pistardes, qui sont des motos qui sortent des grosses valeurs de puissance pour des cylindrées relativement contenues. Là, on est à 121 chevaux pour 600 cc. On est à 129, je crois, pour la ZX6R. Pareil, dans des valeurs de cylindrées qui sont à peu près équivalentes. Et là, il n'y a pas de secret. Ce sont des motos qui sont extrêmement creuses, qui vont pas forcément vous donner énormément de sensations à bas régime, mais qui par contre seront des armes absolues lorsque il va s'agir de faire un petit peu de la piste. Mais c'est des choix. Par contre, j'ai pas l'impression en soi que la sportive en tant que telle est une catégorie qui va disparaître. Loin de là. J'ai plus l'impression qu'en fait elle évolue, elle morphe un peu, elle mute, et qu'on a en fait de plus en plus de propositions. Vous le voyez, on a des sportifs qui commencent à 300, 400 cc dans différentes catégories, des fois qui ont un peu plus de couple, des fois qui sont très pointus comme la ZX4RR. On va avoir des sportives de cylindrée assez élevées, mais pas beaucoup de puissance et beaucoup de couple pour être vraiment très utilisables dans pas mal de situations. Et les hyper sportives qui continuent, encore aujourd'hui, on a des évolutions. On sait que pour la prochaine génération de sportifs chez BMW, la S1000RR risque d'encore évoluer et peut-être d'être annoncée bientôt. La V4SR chez CF Moto, elle est en développement. Donc, tout ça continue à évoluer et je pense véritablement qu'il n'y a pas de disparition de la catégorie des sportives. Juste, elles changent, elles évoluent et en l'occurrence, elles sont de plus en plus spécialisées pour correspondre à une certaine clientèle, à un certain type de motard qui veut ce genre d'expérience-là, tout simplement. Dernière question de la part de NWS10 qui nous dit quels sont les premiers équipements accessoires à acheter après avoir acheté une moto. Question ultra intéressante parce que vous avez envie d'acheter une machine, mais une fois que vous la possédez, vous dites c'est quoi les trucs les plus importants une fois que j'ai cette moto, qu'est-ce que je dois rajouter dessus? Et à mon sens, il existe plusieurs types de catégories d'accessoires, dont certains qui sont à mon sens extrêmement importants. La première chose, je pense, je vais parler un peu de la protection de la moto en elle-même. Typiquement, comment vous allez protéger votre machine si vous avez un souci avec. Et ça, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez tout ce qui est top block. Ça, c'est des trucs qui sont extrêmement importants parce que effectivement, c'est des investissements qui sont relativement mesurés. On parle souvent de 200, 300 euros pour ce genre de produits qui vont permettre, quand la moto va tomber, d'éviter une catastrophe. Que du carénage soit cassé, que vous ayez des guidons tordus, etc., etc. Alors, ça va vous protéger à des vitesses assez basses. N'espérez pas que votre moto en sorte intacte si vous avez un accident à 60 km/h. Mais par contre, effectivement, c'est un investissement qui, moi, me paraît assez immédiat et évident. Dans la catégorie protéger sa machine, vous savez bien évidemment tout ce qui est traceur, GPS, qui peut être extrêmement important parce que aujourd'hui les motos sont de plus en plus volées. D'ailleurs, si vous achetez une R1300 GS ou une Tracer 9 ou ce genre de moto, bon, faites ce que vous voulez, mais je vous aurais quand même prévenu en avance qu'un traceur, ça peut être intéressant. Et ce sont des choses qui, encore une fois, c'est souvent des abonnements ou des investissements, des achats qu'on fait en une fois, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Et du coup, ça peut vous permettre de récupérer votre moto, d'aller voir les forces de l'ordre et de pouvoir localiser la machine. Ce sont des trucs qui, à mon sens, peuvent faire une vraie diff. Après, vous allez avoir des choses, on va dire, un petit peu de l'ordre du confort. Quand, par exemple, vous souhaitez partir
en voyage, tout ce qui va être valise latérale, top case, ce sont des choses qui peuvent s'adapter. Alors forcément, il y a des motos qui marchent un peu mieux avec ça que d'autres, hein. Un top case et des valises latérales sur une hyper sportive. Bon, c'est pas forcément le truc qu'on a l'habitude de voir le plus, mais pourquoi pas, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie de voyager en hypersport, ça peut se faire. J'ai bien fait un road trip en France avec une Hayabusa qui était lestée avec 2 valises latérales et une sacoche de sel. Ça s'est très très bien passé. Donc ça, vous en avez de toutes sortes, hein, qui peuvent être intéressantes. Souvent, il faut ajouter des petits supports. Souvent, ce que je recommande, hein, c'est des supports en métal sur lesquels on va pouvoir fixer les structures parce que ça donne quand même un truc un peu plus confort et stable à utiliser. Sinon, vous avez des systèmes à sangles, mais c'est vraiment pas foufou. C'est bien si vous faites une fois un voyage dans votre vie et encore, ça peut mal tourner. Et vous avez aussi des choses de confort qui peuvent être très intéressantes, comme par exemple, Quadlock. Quadlock a un petit support Quadlock, hein. Vous voyez, moi par exemple, mon téléphone, j'ai toujours une coque Quadlock avec. Et donc ça, très intéressant pour pouvoir avoir votre GPS directement sur votre téléphone, avoir vos infos qui sont importantes. Ça, c'est un truc qui peut vraiment faire la diff. Attention tout de même, hein, si vous achetez ce genre de produit avec les téléphones modernes, on a souvent en fait des appareils photo sur les téléphones qui sont stabilisés à 360 degrés et qui ont en fait des cellules assez sensibles. Et donc sur ce genre de produit, il est très important de rajouter ce qu'on appelle des amortisseurs de vibration qui évitent en fait que la moto soit montée en dur sur le guidon et que du coup en fait vous puissiez littéralement tuer votre appareil photo. Mais aujourd'hui Quadlock propose ça très très bien et les autres marques aussi. Ça peut être cool, mais si vous ne voulez pas nécessairement utiliser Quadlock parce que vous avez peur qu'on vous vole votre support ou que c'est pas assez confortable, et ben vous avez des acteurs comme Shiggy, dont je vais vous reparler très bientôt, hein, puisqu'ils m'ont contacté pour qu'on bosse de nouveau ensemble, qui sont un des acteurs vraiment incontournable dans le monde des écrans déportés. Donc là, on est vraiment sur une solution où on va pouvoir mettre un écran en plus qui peut permettre plein de choses, d'avoir des infos de fou, hein, avec le GPS, etc. Mais même des fois de pouvoir rajouter simplement CarPlay sur votre moto. Et alors là, du coup, vous avez votre téléphone qui est connecté des fois même en sans fil et vous pouvez avoir accès à votre Waze, votre Google Maps. Vous pouvez avoir votre musique avec votre casque et votre intercom et avoir votre musique pendant que vous faites votre voyage. Ça, c'est des trucs qui sont très intéressants. Et Shiggy, c'est une marque qui propose des trucs en plus, par exemple, des détecteurs d'angle mort, des choses qui peuvent vraiment améliorer, agrémenter les fonctionnalités de votre moto. Mais ça, vous verrez, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Finalement, la dernière catégorie d'accessoires qui sont... on va dire incontournables parce qu'il y a tellement de motards qui adorent ça, c'est directement tout ce qui va être modification légères de la machine qui sont entre guillemets tolérées avec typiquement par exemple les échappements. Chez Akrapovic, je pense qu'on est sur peut-être l'acteur le plus connu et le plus emblématique au niveau des échappements. Et là, bien évidemment, vous allez pouvoir installer tout un tas d'accessoires qui vont de lignes complètes qui ne sont pas homologuées pour la route à des accessoires qui, eux, sont homologués et qui permettent du coup de changer un peu le timbre de voix de votre machine, souvent donner une sonorité un petit peu plus agressive, un petit peu plus sympa. Et ça, ça fait partie bien évidemment des choses qui sont quasi immédiates dans la tête de beaucoup de motards et motards. Ajouter un petit échappement. Aujourd'hui, il existe énormément de marques qui le font. Vous avez Accra, bien évidemment, qui fait partie des inconditionnels et des incontournables. Mais vous avez Arrow, vous avez HP Corse, vous en avez tellement, SC Project. Enfin, il y en a des dizaines aujourd'hui qui sont tous très très bien. La seule chose, c'est de bien choisir son modèle. Parce que si vous prenez un modèle qui est non homologué, c'est toujours indiqué. Vous aurez des soucis avec les forces de l'ordre si vous vous faites arrêter. Et dépendant des machines, l'installation d'un échappement ou d'une ligne complète peut être très très long. CF bien évidemment, et un bisou à nos amis les Panigale et Street Fighter V4. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Voilà un petit peu pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quels sont vous les accessoires qui vous semble absolument indispensable à installer sur une moto dès son achat. Il en existe beaucoup, mais peut-être qu'il y en a certains que j'ai oubliés. Il y a tellement de catégories. Et puis on va se retrouver très rapidement, puisque dès demain, vous allez avoir la petite vidéo de l'essai de la KLE 500 qui sera disponible. Mais si vous voulez la regarder avant ou tout simplement soutenir la chaîne, les abonnements Roadsters, ça fait vraiment la différence avec différents paliers, dont notamment le deuxième qui donne accès à des vidéos en avant-première. Donc voilà, si ça c'est quelque chose que vous souhaitez faire, moi je vous en remercie énormément parce que ça me permet de continuer à avancer sur cette aventure de la Roadsters TV avec vous. Et puis écoutez, on va se retrouver très très vite. Je ne bouge pas de l'été, donc je serai là pour couvrir toutes les news, toutes les annonces comme ça un petit peu breaking qui vont tomber.
Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, hydratez-vous. Ciao.